Donc Laurence Bussière, qui est biologiste et qui travaille donc à l'hôpital Necker, qui va en particulier nous présenter l'essai qui va être mis en place. Et après, on fera une discussion tous ensemble sur la situation du dépistage et où est-ce qu'on pense aller et où est-ce qu'on veut aller. Bonjour à tous et puis merci de m'avoir donné la possibilité de vous présenter cette étude SAVE 21. Voilà. Alors c'est une étude qui vient d'avoir le soutien aux technologies innovantes et coûteuses. Donc c'est un STIC qui nous a été accordé au mois de juin dernier par le ministère. Donc, et c'est Laurent Salomon qui est le porteur de ce projet. Donc quelques petits rappels qui vont être un petit peu redondants avec ce que vous a dit Alexandra, mais en fait c'est tellement compliqué toutes ces techniques que ça vaut peut-être le coup de les refaire. Donc l'ADN fœtal que l'on va doser dans le sang de sa maman, en fait, il est relargué dans la circulation maternelle par les cellules trophoblastiques, le cytotrophoblast et le syncytiotrophoblast. Cette détection de l'ADN fœtal peut être faite extrêmement précocement, puisqu'à partir de 5-6 semaines d'aménorrhée, on commence à avoir de l'ADN circulant du fœtus dans le sang de sa maman. Et cet ADN ne persiste pas après la grossesse, et ça c'est extrêmement important, parce que c'est des problèmes qui se sont posés lors des premiers essais qui ont été faits sur les cellules fœtales, et non pas sur l'ADN fœtal, puisqu'il y avait certains types cellulaires fœtaux qui se maintenaient dans le sang de la maman pendant des années et des années après la grossesse. Donc là, on sait que quand on séquence et quand on trouve de l'ADN libre, circulant du fœtus dans le sang de sa mère, c'est l'ADN du fœtus de cette grossesse en ce moment actuel. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est une lapalissade, je vous l'accorde, mais dans le plasma maternel, quand on prélève une femme, évidemment, majoritairement, ça va être du génome de la maman qu'on va avoir, et l'ADN fœtal, comme vous l'a dit Alexandra, va représenter en tout cas tout le temps moins de 10% et quelquefois moins de 5% de l'ADN total. Donc jusqu'à présent, c'était sans importance pour les travaux qui se faisaient, les tests qui se faisaient sur l'ADN fœtal, notamment pour le rhésus ou pour le sexe, parce que ce que l'on recherchait, c'était de l'ADN fœtal qui n'avait rien en commun avec l'ADN maternel. Quand on cherchait du SRY, ça n'était quelque chose qui n'existait pas dans l'ADN maternel, donc on était assez tranquille. Sauf que là, maintenant, on recherche, quand on fait des recherches sur les aneuploïdies par exemple, on va s'intéresser à des molécules d'ADN du fœtus qui vont être strictement identiques à celles de sa mère. La mère, elle a des chromosomes, des chromosomes 21 comme le fœtus. Donc ça va être extrêmement compliqué. Et pour vous donner quelques exemples, donc c'est en 2008 qu'il y a eu les premiers papiers qui sont sortis avec des techniques qui étaient identiques. Et à partir de 2008, comme vous l'a dit Alexandra, il y a vraiment eu cette explosion technologique, tant d'un point de vue biologique et cytogénétique et moléculaire, mais encore plus, je pense, d'un point de vue informatique, mathématique, où là, c'est d'autres spécialistes qui sont venus adosser ces recherches d'une manière extrêmement importante. Pour vous donner un exemple, l'exemple auquel on est confronté, quand on a un fœtus euploïde, quand on a 90 copies maternelles, on a 10 copies fœtales, puisqu'on a, en simplifiant, 10% d'ADN fœtal dans le sang de sa maman. Quand on a un fœtus trisomique, on a les 90 copies maternelles, mais ça n'est plus 10 copies fœtales que l'on a, mais 15 copies fœtales. Et en fait, cette différence-là, elle représente un peu moins de 0,1% entre ce qu'il y a comme chromosome 21 dans le sang d'une maman qui est porteuse d'un enfant euploïde et les 0,1% de plus de chromosome 21 qu'il va y avoir dans le sang d'une maman qui est porteuse d'un enfant trisomique 21. Pour compenser en fait cette très faible surreprésentation qui est donc de 0,1% d'ADN fœtal quand on a un trisomique 21, en fait, les gens ont eu l'idée d'augmenter le nombre de comptages de molécules d'ADN pour compenser cette très faible surreprésentation. Et en fait, ce nombre de comptages est extrêmement important puisqu'il est entre 5 et 10 millions où il va falloir compter l'ADN pour pouvoir faire cette distinction de 0,1% qu'il existe entre les deux populations euploïdes et trisomiques.
Donc, il y a deux grands types de techniques. Il y a le séquençage génome total. Donc, c'est LifeCodex, Equanome et Verinata qui sont porteurs de cette technique-là. L'expression des résultats, c'est important parce qu'en fait, ils arrivent, dans ces cas-là, à exprimer les résultats en le test est positif ou le test est négatif par l'obtention d'un Z-score, alors que l'autre technique est un séquençage ciblé où on ne recherche que sur quelques chromosomes bien ciblés. L'expression des résultats va se faire sous forme de risque et on ne va pas avoir dépistage positif ou négatif. Donc il y a une fulgurance dans l'apparition des articles, et si vous tapez dans PubMed Fetal DNA Sequencing, aneuploïdie et trisomie, vous avez plus de 200 articles qui sortent, et ça en quelques années seulement. Donc ce qui est sûr, c'est que, voilà quelques exemples, avec soit sur Whole Genome, soit sur les techniques ciblées, vous avez des nombres d'échantillons qui sont techniqués, qui sont assez variables, des nombres de trisomie 21 qui sont techniqués, qui sont extrêmement variables aussi, mais enfin pas très très élevés. Et on voit face à ça, en fait, une sensibilité, une spécificité qui, bon an, mal an, tourne autour de 99%, certainement, mais peut-être un petit peu plus. Et plus le nombre de trisomie 21 testés est important, plus la sensibilité et la spécificité baissent un tout petit peu. Alors, nous avons terminé l'étude SEC21 dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'était un PHRC, c'était l'AP qui était l'assistance publique qui était promoteur. C'était une étude multicentrique entre Necker, Poissy et l'hôpital Robert Debré. L'objectif était d'inclure 225 patientes, dont 75 trisomie 21, qui étaient appariées dans un ratio 1:2, avec donc 150 témoins. On n'a pas modifié et bouleversé les résultats qui étaient publiés partout. La sensibilité et la spécificité, elle est de 100%, mais on n'a que 75 trisomie 21. Pour avoir ces 75 trisomie 21, il nous a fallu prélever un petit peu plus d'1 millier de patientes, puisque les patientes étaient prélevées avant d'avoir un geste invasif. Donc on ne savait pas lesquelles allaient avoir un fœtus trisomique 21 ou pas. Et quand on savait quel était le sérum le plasma qui avait une trisomie 21, on a parié avec la dame d'avant et la dame d'après qui avait un fœtus sain. Donc c'est une technique qui a été mise au point, qui est dérivée de celle de Sequanome, qui a été mise au point par le Génoscope à Évry. À ce moment-là, c'était quasiment le seul endroit en France, quand on a débuté ça, qui avait un séquenceur. Et en fait, ça a été mis au point entre le Génoscope et la cytogénétique de Necker. Et c'est cette technique-là qui a été importée, si j'ose dire, à Necker pour faire le prochain protocole qui est donc SAFE21. Donc les performances de ce test ne sont plus à évaluer, la sensibilité, la spécificité autour de 99%, et quoi qu'il en soit, il reste énormément de questions. La première question, c'est que faire des échecs techniques. Il y a des femmes qui ont de l'ADN circulant en très faible quantité, du coup toute la phase préanalytique, on a beau l'améliorer, en tout cas on n'a pas encore réussi à l'améliorer suffisamment pour descendre en dessous de 2-3% de prélèvements pour lesquels on n'est pas capable de rendre un résultat. La sensibilité et la spécificité, tout ça c'est très bon, mais c'est pas 100%. On n'est pas dans le diagnostic. Donc, est-ce que le fait de ne pas rendre un diagnostic et la totalité des informations que peut rendre un karyotype, est-ce qu'on ne va pas avoir une augmentation du nombre d'échos si les médecins ne sont pas rassurés? Est-ce qu'on ne va pas avoir du coup une augmentation du nombre de gestes invasifs? Parce que quand plus on fait d'échos, plus on finit par trouver quelque chose, et plus on finit par trouver quelque chose, plus on se pose de questions et plus on risque d'avoir cette dérive-là. Quid des autres anomalies? Alors, je suis d'accord que pour la 13 ou la 18, on est moins embêté parce qu'on a la plupart du temps des signes échographiques. Les translocations, les duplications, enfin bon, tout ce que peut nous donner un vrai karyotype, là, on ne va pas l'avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces signes d'appel écho qu'on va trouver au 2e ou au 3e trimestre? Et puis, jusqu'à quel point les femmes et les médecins vont être assurés? Quelle est la préférence des patientes face à ce test? Donc voilà, c'est une balance. En fait, je pense que personne n'a véritablement une idée très, très sûre, en tout cas, de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire à coup sûr et quels sont les impacts derrière. L'invasif, c'est du diagnostic. On a un vrai karyotype, donc plein d'informations,
mais on a le risque de fausse couche. Le dépistage prénatal avancé non invasif, c'est un super dépistage. On a la trisomie 21, plus ou moins la 13 et la 18, mais ça n'est pas du diagnostic. Il y a un délai de réponse, ça va certainement s'améliorer très rapidement. Ce n'est pas un karyotype, et puis il y a les échecs techniques. Donc le but de cette étude, c'est SAFE 21, donc c'est évidemment de favoriser la diffusion rapide de ces techniques de dépistage avancé non invasif. Et pour évaluer ce dépistage, la première chose que l'on va regarder évidemment, c'est la réduction normalement du taux de prélèvement invasif et de complications qui sont liées à ce geste. On va, je suppose, et personne n'en doute, confirmer les performances diagnostiques qui sont déjà publiées. On va regarder la faisabilité en pratique courante et on va évaluer, et c'est presque ça, je dirais, le plus important, l'évaluation psychologique, sociologique, quelle est la préférence des femmes, l'évaluation économique en comparaison avec le diagnostic prénatal classique qui est actuellement proposé. Et puis, je pense que c'est très important pour que effectivement, on ait rapidement une homogénéité en France pour pouvoir mettre en place dans des conditions, voir quelles sont les conditions d'implémentation et diffusion de ce test dans l'organisation globale dans notre pays. Donc la technique qui est utilisée, je vous l'ai expliqué, c'est celle qui a été mise au point pendant le PHRC SEC 21. Donc la totalité des prélèvements qui vont être faits pour l'étude SAFE vont être techniques en cytogénétique à Necker. Et le ministère a énormément insisté quand on a eu ce protocole qui a été accepté, que la cytogénétique de Necker s'engage à faire de l'apprentissage de cette technique aux équipes de cytogénétique ou de génétique selon le cas, qui étaient demandeuses d'apprendre cette technique et qui étaient évidemment équipées d'un séquenceur. Donc les patientes qui sont incluses, on ne travaille que sur les patientes qui sont dans un groupe à risque, qui ont une grossesse simple, que ce soit un groupe à risque, soit par un dépistage du premier trimestre, soit par un dépistage séquentiel intégré du second trimestre. Les patientes qui ont un risque plus élevé que 1 sur 5 ou 1 sur 10, ça dépend des labos, des rendus, et qui ont un risque plus faible que 1 sur 250 ne sont pas incluses. Quand on a un risque plus élevé que 1 sur 5 ou 1 sur 10, je pense que personne n'aura le courage de retenir une femme devant la rapidité d'avoir des résultats avec un karyotype, alors que ce n'est pas encore complètement le cas sur le dépistage non invasif. Celles qui ne seront pas incluses, c'est celles qui sont dans les autres bornes donc, du risque. Celles qui vont avoir une nuque supérieure à 3 mm et dont le fœtus porte évidemment une anomalie échographique, les grossesses multiples, les vanishing twins, quand il y a un des deux parents ou les deux qui portent une anomalie chromosomique équilibrée, et puis les femmes qui évidemment ne souhaitent pas a priori avoir un test invasif. Donc qu'est-ce qui se passe entre la fécondation et la naissance ? Au premier trimestre, on va avoir soit le calcul d'un risque combiné, soit le calcul d'un risque séquentiel intégré. Donc là, jusqu'à présent, rien ne change d'être dans ce protocole ou de ne pas y être. Une écho du deuxième trimestre et une écho du troisième trimestre. Cette étude SAFE 21 va intervenir chez les femmes qui vont avoir un risque supérieur à 1 sur 250 dans les conditions que je vous ai expliquées à l'instant. Et elles vont être randomisées dans deux groupes. Le premier groupe qui va avoir, comme c'est l'habitude, un geste invasif et qui va avoir un karyotype. Et le second groupe qui va avoir du dépistage avancé non invasif. La randomisation se fait 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il y aura 2500 femmes en tout et 1250 dans chacun de ces deux groupes. Donc c'est ce qui est résumé sur cette diapo. Donc les patientes qui sont dans un groupe à risque, pour lesquelles les critères d'inclusion et de non-inclusion sont OK, on leur propose l'étude SAFE 21. Si elles acceptent, avant de les randomiser, on va leur faire compléter un questionnaire sur leurs préférences et ce qu'elles ont compris de ce qu'on leur a expliqué. Parce que je pense que c'est extrêmement compliqué d'expliquer à une femme la différence entre l'information que va lui apporter un karyotype, l'information que va lui apporter un dépistage non invasif. Donc tout ça, je pense que c'est vraiment important de
de bien l'évaluer. Évidemment, on va mesurer, entre guillemets, les femmes qui vont refuser et comprendre pourquoi elles refusent, en tout cas d'avoir le choix tiré au sort, je vous l'accorde, mais enfin d'être possiblement randomisées dans un bras ou dans l'autre. Est-ce qu'elles refusent parce qu'elles veulent absolument avoir un karyotype? Est-ce qu'elles refusent parce qu'elles veulent absolument ne pas avoir de fausse couche, au détriment peut-être d'une partie de l'information? Une fois que donc les femmes ont rempli ce questionnaire, on va les randomiser. Pour moitié, ah ben là j'ai fait une erreur, hein, c'est pas 2500, c'est 1250 femmes dans chaque bras, c'est 2500 femmes en tout. Soit elles sont randomisées dans le bras diagnostic invasif, et ça va être la prise en charge habituelle jusqu'à l'issue de la grossesse que l'on va recueillir. Soit elles sont randomisées dans le bras non invasif, et dans ces cas-là, on a 3 possibilités. Il va y en avoir entre 90 et 95% qui vont avoir un résultat favorable. Elles vont avoir une consultation pour rendre le résultat, et elles vont avoir une prise en charge derrière selon les habitudes du centre dans lequel elles ont été incluses. Soit on va être dans 2 situations. La première situation qui va être un petit peu délicate, qui est la situation où on ne va pas être capable techniquement de rendre un résultat. Ça va être le dosage douteux, et dans ces cas-là, ces femmes-là rebasculent dans le bras invasif, et si elles le désirent toujours, évidemment, elles vont avoir un prélèvement invasif et un karyotype. Et les femmes pour lesquelles le résultat est rendu diagnostic trisomie 21, enfin dépistage en tout cas avancé trisomie 21, comme on vient de le dire, on est dans du dépistage, même si la sensibilité et la spécificité sont extrêmement élevées, on reste dans du dépistage, et donc on contrôle ce dépistage par un geste invasif. Donc on va ensuite avoir certainement quelques pourcents, bon je ne sais pas combien, de patientes qui ne vont pas être réassurées après avoir eu ce résultat négatif sur le dépistage non invasif, ou des femmes qui vont désirer malgré tout d'avoir un vrai karyotype et d'être tranquilles parce que voilà, leur tranquillité passe par ce karyotype. Elles vont rebasculer dans ce bras-là. Et puis, au cours des prises en charge habituelles, on va avoir des patientes. Alors, soit ce sera induit par un nombre supérieur d'échographies qui vont apparaître, soit voilà, dans le suivi habituel, on va trouver quelque chose au 2e, au 3e trimestre. Et ces patientes-là, alors qu'on sait tous que dans ces cas-là, la première chose qu'on regarde, c'est de savoir si elle a eu un karyotype pour ses marqueurs au 1er trimestre. Là, on n'aura pas de karyotype, et on aura certainement la tentation et le besoin de revenir vers le karyotype. Donc actuellement, c'est une liste non exhaustive. Voilà, il y a entre 35 et 40 centres français qui participent à ce protocole. Le timing actuellement, c'est les autorisations technico-réglementaires sont en cours. On passe au comité de protection des personnes la semaine prochaine. Les centres, donc si les centres le désirent encore, ils peuvent participer. Le début est pour janvier 2014. La durée des inclusions, le ministère insiste beaucoup pour qu'on aille très vite, et je trouve que c'est plutôt rassurant, parce qu'on a eu le sentiment qu'ils avaient déjà je dirais presque un coup d'avance, et la vision qu'il fallait envisager de mettre en place ce type de dépistage et ce test en France rapidement. Donc j'espère que ce protocole apportera les réponses médico-économiques et les réponses sociales que le ministère attend. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous voulez d'autres renseignements, les adresses mail sont là.